Bonjour, on arrive maintenant à la deuxième partie de notre cours les micro-organismes et le monde microbien. Alors ce sera la suite du monde microbien et sa diversité. Alors vous mettez sur votre partie du cours, la feuille du cours, les menaces, le grand 3, la séquence numéro 3, les menaces des micro-organismes pathogènes. Et on commence, première activité, la première caractéristique des micro-organismes, la multiplication rapide. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est une multiplication, c'est-à-dire des divisions rapides qui caractérisent certaines bactéries quand les conditions sont favorables. Qu'est-ce qu'on veut dire par favorable? C'est-à-dire que la température est moyenne, c'est à peu près entre 37 degrés Celsius, la température du corps, jusqu'à 40 degrés Celsius, c'est idéal pour le développement des bactéries. Aussi, le deuxième paramètre, c'est l'humidité, c'est-à-dire la quantité de la vapeur d'eau dans l'air, et les substances nutritives, c'est-à-dire toute substance qui contient de la matière pour se nourrir, c'est-à-dire des glucides, des lipides, etc. Donc, si on a ces conditions-là qui sont favorables, les bactéries se multiplient rapidement au niveau d'une blessure, par exemple, en provoquant la septicémie. Alors, c'est un mot très scientifique qui veut dire quoi? Septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée sur tout le corps. Ce n'est pas une infection localisée, c'est-à-dire que la bactérie s'est beaucoup multipliée et s'est répartie sur tout le corps. Alors, pour étudier cette caractéristique, la multiplication rapide, on va prendre comme exemple une étude sur un bacille. Alors, vous allez prendre votre cahier de documents sur la page 101, coller les documents 2 et 3 que vous avez sur l'écran. Alors, le document 2 nous montre l'évolution d'un bacille. Comment j'ai reconnu déjà que c'est un bacille? Parce que vous avez déjà vu que les bactéries se divisent en deux selon leur forme. Les coques qui sont arrondies et les bacilles qui sont de forme allongée. Alors, puisque là, on a une bactérie de forme allongée, ça veut dire que c'est un bacille. Alors, comme vous voyez, le bacille a passé au bout de 20 minutes d'une seule cellule à deux, c'est par des divisions binaires. Ceci dit qu'à la fin, on arrive à 8 bacilles. Alors, à gauche et à droite, vous avez le document 3 qui nous montre l'évolution du nombre de bactéries dans un milieu de culture renouvelable. Renouvelable, c'est-à-dire à chaque fois, on va régler les paramètres, c'est-à-dire la température, les substances nutritives et l'oxygénation. Alors, vous avez notre graphique, on peut le diviser en trois phases. Alors, la première phase, c'est entre 0 et 5 heures. Vous avez une évolution très très lente du nombre de bactéries. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont en phase d'adaptation avec le milieu de culture et découverte de ces ressources nutritives, etc. Et après de 5 à 10 heures, c'est la deuxième phase, on remarque qu'il y a une évolution très très rapide du nombre des bactéries qui est passé de à peu près 50 bactéries à plus de 1500 bactéries. Ceci dit que les ressources sont très convenables et le milieu de culture est idéal pour la multiplication. Après atteindre un sommet, après 10 heures, on remarque qu'il y a une petite régression du nombre de bactéries avant la chute. Pourquoi? Parce que certainement les conditions de vie sont changées maintenant et il y a une augmentation de la température, une diminution des ressources nutritives et aussi de l'oxygénation et donc début de régression du nombre des bactéries. Alors en gros, qu'est-ce qu'on peut conclure de l'exercice? C'est que certains micro-organismes ont la capacité de la multiplication rapide si elle trouve un milieu de vie convenable pour la division.
Alors, après avoir collé le document, vous prenez les réponses. Numéro 1, les bactéries se prolifèrent par une division directe, et ça, c'est le mode de multiplication chez les bactéries. En question numéro 2 et 3, on a calculé le nombre de bactéries au bout de 3 heures. Et aussi numéro 5, au bout de 5 heures et 10 heures, c'est une question de multiplication. Pour C, il y a une prolifération rapide des bactéries dans des conditions de vie favorables. Je rappelle que les conditions de vie favorables, ça veut dire la température moyenne, les substances nutritives et l'oxygénation. Quand les conditions de vie sont favorables, c'est-à-dire nutriments, humidité, oxygène, température, les bactéries se multiplient rapidement. Donc, on peut déduire la première caractéristique, la multiplication rapide. On prend la conclusion. Les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide quand elles contaminent un organisme humain. Bien, alors on va rajouter aussi une petite remarque. Toutes les bactéries n'ont pas les mêmes besoins, notamment en dioxygène. Pour certains, le dioxygène est indispensable. Elles sont dites aérobies, c'est-à-dire il y a des bactéries qui ne peuvent se développer qu'à la présence de l'oxygène. D'autres ne peuvent vivre que dans un milieu privé d'oxygène. Elles sont dites anaérobies. Et ça, c'est un nouveau renseignement pour vous, c'est qu'il y a certaines bactéries qui se développent dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Donc, ils préfèrent les milieux qui ne contient pas d'oxygène, qui sont privés d'oxygène, et ça s'appelle des bactéries anaérobiques. Alors, les conditions de vie, c'est selon le type des bactéries. On arrive maintenant à la deuxième caractéristique des micro-organismes. Vous mettez deuxième activité, la toxinémie. Et vous allez prendre votre document sur la page 105 de votre cahier de documents et vous le collez s'il vous plaît sur la partie cours. Alors, on a une expérience qu'on a fait sur des cobayes, sur des souris. Ça concerne le bacille tétanique, c'est-à-dire la bactérie qui cause la maladie tétanos. Pour comprendre comment agit le bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. Sur le groupe 1, qu'est-ce qu'on a pris ? On a injecté à peu près 1 cm3 de bacille tétanique à un cobaye. Comme résultat, on a eu l'apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. Alors on se demande pourquoi. Tout simplement parce qu'on a injecté un bacille qui est mortel. Un bacille qui est mortel qui a pu vaincre notre système immunitaire. Donc le système immunitaire est trouvé incapable de battre ce bacille et donc il y a eu la mort de ces cobayes. On va dire que le corps des cobayes est non immunisé contre ce bacille. Sur le groupe 2, on a injecté 2 cm3 d'infiltrat bouilli des bacilles tétaniques. Bon, je m'explique. C'est quoi ce filtrat? Ce filtrat, c'est-à-dire que j'ai pris une quantité de bacilles, je l'ai mis dans un peu d'eau et j'ai bouilli le mélange. Après, j'ai préparé le papier filtre, j'ai filtré le mélange et j'ai pris 2 cm3 du filtrat. Je l'ai injecté. Le résultat, apparition des symptômes du tétanos, puis la mort des souris. C'est-à-dire, c'est le même résultat. On va se demander pourquoi, alors que je n'ai pas injecté de bacille. Ceci dit quoi? Ceci dit que ce n'est pas le corps de la bactérie qui est la cause de la mort, mais c'est les sécrétions de ces bactéries qui causent la mort et qui déclarent la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est qu'il y a certaines bactéries qui ont la capacité de sécréter une matière, substance qui est toxique à l'intérieur de notre corps. Cette substance toxique s'appelle toxine et d'où on a eu le nom toxémie. D'accord? C'est-à-dire elle est toxique, elle est mortelle. Alors que ce soit le corps qui est présent, le corps de la bactérie qui est présent ou ces sécrétions qui sont présentes, donc ça va donner la même
le même résultat. En troisième groupe, bon là il faut mettre normalement groupe 3. Alors sur le groupe 3, on a injecté 2 cm3, c'est-à-dire la même quantité, mais cette fois d'eau distillée et stérilisée, c'est-à-dire d'eau qui ne contient pas de sécrétion. Et à la fin, qu'est-ce qu'on se retrouve avec? Une souris qui est vivante. Ceci dit quoi? Que ça témoigne que en groupe 2, la quantité d'eau injectée contenait vraiment une substance toxique. Alors, on va se demander pourquoi alors on a fait la troisième expérience. Alors, on va dire que c'est une expérience qui est témoin, c'est-à-dire qui prouve le résultat du deuxième expérience. Alors maintenant, vous allez prendre les réponses. Les souris du groupe 1 meurent car on leur a injecté le bacille tétanique qui est mortel. En deuxième, les souris du groupe 2 meurent car on leur a injecté le filtrat d'une culture de bacille tétanique contenant des substances toxiques, c'est la toxine. Les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l'eau distillée, c'est-à-dire qui ne contient rien de toxique. 3. Le bacille tétanique agit en sécrétant une substance toxique qui s'appelle la toxine tétanique. D'accord? En 4, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus réside dans la fabrication de substances toxiques dites toxines qui agissent sur le fonctionnement du système nerveux. Alors maintenant, on arrive à la troisième caractéristique des micro-organismes qui les rend toxiques et qui les rend pathogènes pour notre corps. C'est la présence de capsules. Alors vous allez pour ça prendre le document numéro 1 sur la page 103 de votre cahier de documents. Alors je vais vous lire l'exercice. La pneumonie est une maladie bactérienne causée par un diplocoque, c'est-à-dire un type de bactérie, des bactéries qui ne sont pas des bacilles. Là, ce sont des coques qui se trouvent dans la nature sous deux formes. Il y a des diplocoques avec capsule et il y a des diplocoques sans capsule. Pour connaître la virulence de la capsule, Griffith a réalisé les expériences suivantes. Alors, sur la première expérience, c'est-à-dire le groupe S1 des cobayes ce sont des souris. Alors, on a injecté des diplocoques avec capsule. Regardez le schéma, vous avez une capsule qui protège le diplocoque à l'intérieur. Et on a comme résultat la mort des souris après apparition des symptômes de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut conclure de là? On peut donc déduire que le diplocoque avec capsule a pu vaincre le système immunitaire de la souris, c'est-à-dire le système immunitaire n'a pas pu se défendre. Et c'est pour ceci on a la mort de la souris. En deuxième expérience, qu'est-ce qu'on a pris? La même bactérie, le même type, mais cette fois sans capsule. Et on a injecté la même quantité. À la fin, on se retrouve avec les souris qui restent vivantes. Cela veut dire que les diplocoques n'ont pas pu se défendre contre le système immunitaire de la souris. Et donc, la souris est restée vivante. Et de là, on peut tirer l'importance de la capsule pour les bactéries et la virulence de cette capsule vis-à-vis notre système immunitaire. Alors, vous allez prendre maintenant les réponses. Les souris du groupe 1, normalement vous ajoutez 1 s'il vous plaît. Les souris du groupe 1 meurent car les pneumocoques injectés contiennent des capsules. Souris du groupe 2 restent en vie car les pneumocoques injectés n'ont pas de capsule. Et on va déduire la présence de la capsule augmente la virulence de la bactérie et la rend résistante devant la contre-attaque immunitaire de l'organisme. Alors maintenant, on arrive à la quatrième caractéristique des micro-organismes et la dernière dans ce cours, l'infection des cellules vivantes et la capacité de l'évolution rapide. Et vous allez reconnaître que c'est une particularité des virus.
On va voir comme exemple, on va prendre le virus de la grippe, par exemple, étant donné que c'est un virus qui est répandu et à peu près chaque année. Donc le virus, une fois fixé sur une cellule vivante, il injecte ses informations génétiques dans la cellule hôte et aboutit à sa destruction. Ça, on a vu sur le mode de multiplication des virus à l'intérieur de l'organisme. Et donc, le système immunitaire se trouve incapable de lutter contre ces virus trop virulents en vue de leur capacité de changement et d'évolution rapide tout le temps qui les rend plus pathogènes. Vous savez que pour lutter contre un micro-organisme, il faut que le système immunitaire le reconnaisse et il faut qu'il ait une forme précise, qu'il ne se mute pas. C'est-à-dire pour que le système immunitaire puisse préparer un anticorps convenable à cette forme de virus. Alors le fait qu'il évolue rapidement, ça empêche le système immunitaire de le vaincre et ça rend ces virus-là trop virulents pour notre système immunitaire. Alors, à la fin de ce cours, je vous propose des exercices de restitution scientifique. Vous allez, s'il vous plaît, les prendre sur votre cahier d'exercices, mais prenez-vous le temps pour réfléchir bien aux exercices et les faire, et après vous passez à la correction. Alors, concernant les définitions, micro-organismes, ce sont des êtres vivants invisibles, déjà sur le nom micro, à l'œil nu, qui peuvent être pathogènes ou non pathogènes. Septicémie, c'est une infection généralisée due à l'invasion du sang par des bactéries pathogènes. Ça, on l'a vu sur la multiplication rapide dans la première caractéristique des micro-organismes pathogènes. La toxémie, ça on l'a vu sur le bacille tétanique, sécrétion d'une substance toxique, c'est la toxine, au niveau du point d'entrée d'une bactérie pathogène, c'est-à-dire c'est une infection localisée, contrairement à la septicémie qui est généralisée. Parasite, c'est un mode de vie de certains micro-organismes qui sont obligatoirement intracellulaires, c'est-à-dire qui se développent à l'intérieur d'une cellule vivante et qui vivent aux dépens d'un être vivant. C'est la particularité des virus. Maintenant, question vrai ou faux. La première affirmation, l'air et l'eau contiennent des microbes. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est évident. Toutes les bactéries sont pathogènes, bien sûr que c'est faux, parce qu'il y en a qui sont non pathogènes, comme le bacille lactique, comme les levures, comme le pénicillium, etc. Troisième affirmation, les virus sont obligatoirement parasites de cellules vivantes. Oui, ils sont des parasites parce qu'ils se développent à l'intérieur de la cellule, ils sont dits intracellulaires. Quatrième et la dernière, un antiseptique est un produit chimique qui tue les microbes. Oui, c'est vrai, on les utilise pour tuer les microbes et les empêcher de pénétrer dans des plaies ou bien des blessures. Sur l'exercice 3, expliquez comment les micro-organismes peuvent proliférer, c'est-à-dire ils peuvent se multiplier. Et donc on a déjà vu qu'il y a 4 types pour se multiplier et se proliférer dans le corps. C'est la multiplication rapide par division. Ça concerne les protozoaires et les bactéries aussi. Avec le bourgeonnement, ça concerne les levures. La sporulation, c'est comme chez les champignons microscopiques. Et dans une cellule vivante, c'est le mode des virus. Alors, on arrive à la dernière question. C'est l'exercice numéro 4, question à réponse courte. Il nous demande les 4 principaux types de micro-organismes. C'est à peu près une récapitulation du cours. C'est les protozoaires, les unicellulaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. En dernier exercice, c'est quoi une infection microbienne? Eh bien, c'est une invasion du corps par des micro-organismes au détriment de ce dernier, ceci par des facteurs de virulence qui se manifestent par des symptômes locaux appelés une inflammation, et on va la voir en détail dans le prochain cours, Inch'Allah.
J'espère que vous avez bien compris les micro-organismes et le monde microbien et soyez prêts pour la séance prochaine. Le cours sera sur les réponses immunitaires dans notre système immunitaire et donc je vous prie d'être au rendez-vous. Merci.